Bonjour et bonne année à tous. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal, la première émission de 2025. Et je suis Gilbert Daoud d'Avatar Édition. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Bonne année apocalyptique. Et il y aura aussi une partie sur David Lynch qui vient de mourir. Café, on commence. Oui, je voulais dire une bonne année apocalyptique à notre lectorat et à nos auditeurs, parce que c'est apocalypse dans les deux sens. D'une part, on a une espèce de catastrophe effarante qui nous tombe dessus, notamment en Europe et en France, où on voit que les gens sont de plus en plus aveugles et le système en place de plus en plus criminel, sans que ça dérange spécialement les gens. Et puis, je lisais dans Réseau International un commentaire de lecteur qui parlait de la queue devant les boulangeries parce que les gens ont tellement peur de la grippe qu'ils se mettent à 3 mètres les uns des autres pour faire la queue sur 1 kilomètre. Donc ça, c'est le système de vie à la française où déjà tu fais la queue pour aller acheter du pain et ensuite et le mec est tellement conditionné par la télé qu'il est convaincu que la grippe va le tuer et en attendant que Moderna et que Bourla et que Tedros aient trouvé un vaccin, il va se mettre à 15 mètres du voisin et siffler la police si le gars se met devant lui. Donc ça, c'est la France telle qu'elle est. Ensuite, on a, j'ai dit apocalyptique parce qu'il y a tous ces risques de guerre ou de déchaînement. En Allemagne, on a les chrétiens démocrates. Je rappelle que pour moi, les pires ennemis, en fait, c'est les cathos bourgeois. Hein. Ça me paraît une évidence. Il y en a qui toujours délirent sur les juifs et les francs-maçons. On se rend compte que le catholique bourgeois en France est arrivé au pouvoir totalement avec Barnier, ensuite avec Bayrou, et que c'est ce gars-là qui détruit le pays. Hein. Il n'y a pas de doute avec sa famille woke. Et il veut aussi la guerre contre la Russie à mort. Donc on a aussi cette émergence de la peur qui est arrivée avec les incendies apparemment manipulés de Los Angeles, avec l'émergence des smart cities, de la tyrannie numérique. Alors, on en a parlé 10 fois, toi et moi. On a les smart cities, qui est une espèce de nom pour désigner les nouveaux camps de concentration informatique que les globalistes nous préparent. D'un autre côté, l'apocalypse veut dire aussi autre chose, veut dire aussi révélation, comme on dit, veut dire aussi salut final, et veut dire quand même aussi la possibilité d'espérer. Donc on fait bonne année apocalyptique dans les deux sens. Et on a en effet Trump qui est arrivé au pouvoir, on en parlait toi et moi en antenne. Trump, ce qui est assez amusant, c'est que plus il arrive au pouvoir, plus il est détesté par les antisystèmes durs américains. C'est l'antéchrist, il est pire que Biden. Biden, c'était un papa gâteau à côté. Gaza, il n'a rien fait à Gaza, vous allez voir ce qu'il y aura. Avec Biden et Netanyahou, il y avait 200 000 morts à Gaza, maintenant il y en aura 200 milliards dans le monde. Ensuite, Trump écrasera l'Iran, anéantira l'Iran. Ensuite, il écrasera la Chine, il anéantira la Chine, il détruira tout. Alors, on a d'autres andouilles que Unz, ce sont ceux de Global Research avec Mike Whitney. Trump, l'homme le plus dangereux du monde, qui va faire exploser le Xinjiang, exploser le monde, la planète. Et comme il est entouré d'oligarques milliardaires, ils sont tous, ce qui à mon avis est une bonne chose, d'abord parce que c'est quand même la clé du système américain, le fait que ce soit des gens riches et brillants qui réussissent, parce que par exemple, le Vivek, champion d'échecs, juriste, ensuite il a développé des ingénieries technologiques, ensuite il était aussi champion de tennis, etc. Enfin, c'est des gens très brillants. On n'a pas de gens comme ça opposés en Europe, c'est tout. On a des cancres, on a des bureaucrates, on a des fonctionnaires de parti socialiste, mais on a des fonctionnaires de l'éducation nationale, surtout en France, avec Bayrou qui ne sait même plus écrire une lettre avec 3 mots, tout agrégé qu'il soit, mais on n'a pas de gens aussi brillants que ça. Et Trump ou Elon Musk, on peut leur reprocher ce qu'on veut, le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils sont brillants. Donc on a cette espèce d'espérance avec Trump, mais alors, comme je viens de le dire, il y a des gens qui disent qu'il est encore plus dangereux que les autres. Alors on verra ce que ça donnera. Social, en fait, au niveau social, c'est des conservateurs, mais au niveau économique, c'est des progressistes. Oui, En alors, fait. moi, je veux dire, non, c'est surtout que c'est conservateur au niveau culturel. Les Américains, et on va en parler avec David Lynch, parce que là aussi, il me semble qu'on n'a pas compris le personnage. Les Américains ont réagi fortement face au wokisme. En France, non. En France, l'Église avec Bergoglio s'est couchée, comme l'a dit
Bonal, il y a une dizaine d'années déjà, douzaine d'années déjà, j'ai été le premier à attaquer ce pape, grand bien me fasse. Et j'ai tout de suite vu que c'était le dernier pagne qui tombait avant de voir l'homme de Néandertal à poil revenir avec ses coutumes. Et on a une réaction américaine qu'on a toujours vue dans les films. La plupart des mecs de droite ou d'extrême droite en France, quand j'étais jeune, regardaient des films américains parce qu'il y avait au moins un message de droite. Alors, on en revient toujours à Conan, le barbare, c'est quand même le film pour notre génération. La lutte contre l'intelligence artificielle, au moins, il nous avait prévenu dans Terminator. Et puis, on a tout un ensemble de causes à effet qui montrent que les Américains défendent mieux que les Français, qui n'en ont rien à foutre. Je vais les montrer dans ma destruction de la France au cinéma, préfacée par notre ami Le Vigan. Les Américains défendent un modèle souvent de droite. On n'a pas arrêté de dire Hollywood est vendu à Satan, aux pédophiles, aux communistes. Non, non, non. Oui, il y a plein de choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. En France, il n'y a que ça, puisque toute la culture est contrôlée par l'État socialiste depuis 1980 et sans doute avant. Alors, comme tu m'as demandé qui était le prisonnier, c'est lui. Et alors, le prisonnier, c'est lui, et il avait annoncé, en effet, dès les années 60, ben, Kirchsteimer, la dictature du village. Et en fait, je me suis dit, c'est un documentaire sur l'Angleterre travailliste, où tout le monde doit espionner tout le monde, où tout le monde est médiocre, où on est dirigé par des numéros 2 qu'on change à souhait, et puis il y a rien de spécial. Alors, je voulais parler un peu de David Lynch, j'en profite, puisque je viens de dire que les Américains sont plus conservateurs qu'on le croit, et Lynch aussi. Lynch, déjà, pour moi, il y a une esthétique néo-noire, c'est-à-dire on a remis les codes du film noir depuis les années 60. Ensuite, on a fait du néo-noir en couleur. Ensuite, on a fait du néo-noir avec plus de sexe et plus de violence. Et puis, on a fait du néo-noir avec une dénonciation sociale qui devenait plus pointue et qui n'est pas forcément de gauche. On peut tout à fait de droite ou d'extrême droite et dénoncer complètement sociologiquement un système. C'est ce que faisait Céline, il avait parfaitement raison. Donc, on a chez David Lynch aussi, je crois, c'est l'essentiel. Il y a un petit passage dans sa fiche Wikipédia qui est extrait de sa bio publiée en 2005, la première. Je pense que depuis, elles ont dû vachement baisser en qualité. Et alors, il parle de son expérience à Philadelphie. Et figure-toi qu'il arrive à Philadelphie en 1967 avec sa femme et son gosse. Il s'est marié à 20 ans, comme tous les Américains à l'époque. Là aussi, ils sont différents de nous. Le gars, à l'époque, à 20 ans, part de chez lui, comme Kubrick d'ailleurs a fait. Il a une femme, il a un gosse, il doit travailler. Et c'est ce que disait Coppola aussi. Coppola a dit à 30 ans, j'avais fait tout ce que j'ai fait parce que j'avais deux ou trois enfants à entretenir, il fallait bosser. Ça, j'ai bien aimé. C'était un autre monde. Alors que maintenant, à 30 ans, 35 ans, on reste fils à papa à la maison, on attend que le père soit logé. On te loge, on attend le dos du système, un peu de pognon, et puis on continue de sniffer en regardant la télé. Donc tout ça n'est pas très brillant. David Lynch arrive à Philadelphie, donc je rappelle que c'est dans sa fiche Wikipédia en anglais, et c'est une apocalypse. La ville est pleine de violence, pleine de meurtres, elle est extrêmement sale, elle tombe déjà en ruine. Donc on est déjà dans la fin du rêve américain, qui date sans doute de la fin des années 50, courant des années 60, avec une débauche multiraciale, une débauche sexuelle, une débauche de violence, et la fin des illusions totales. Alors, chez Lynch, je crois qu'il y a essentiellement, c'est un cinéma du traumatisme. On a l'impression souvent qu'on a dans ce genre de film que j'aime beaucoup, moi, tu sais, le héros ou l'héroïne qui se réveille, il ne sait plus où il est, et on lui fabrique une mémoire, on ne sait pas trop. C'est presque un thème de la science-fiction, mais c'est un thème du cinéma noir, comme Julie Ross avec Nina Foch en 1945, ou évidemment Somewhere in the Night, qui est un véritable chef-d'œuvre du cinéma méconnu, hélas, de Mankiewicz, 1945 aussi. Donc le gars démarre dans un monde, le héros de David Lynch, où il n'y a plus rien. Le monde a été détruit. Ou alors, il est dans une petite ville, comme dans Blue Velvet, tout se passe bien, on a un beau petit décor, on est à la campagne, on est encore WASP à 100% ou à 90%, il y a la minorité noire qui se tient gentiment, et puis tac, il trouve une oreille. Et à partir de là, il va remonter vers l'horreur. Et on voit donc à partir des années 60, à partir des années Kennedy et Johnson, que le pays est en crack. Le pays devient un crack. Il y a le fameux livre de Truman Capote qui a été adapté par Richard Brooks. C'est sur les assassins qui se produisent. Et à partir de l'assassinat de Kennedy, la violence va doubler. En 2 ans, je crois, aux États-Unis, le nombre de meurtres va doubler. Et Lynch, à mon avis, reproduit tout cela dans son cinéma. Or, pourquoi je parle de Lynch en même temps que je parle de Donald Trump? Parce que qui c'est qui a parlé de Make America Great Again? C'est justement Donald Trump. Donc chez Trump, il est né la même année, je crois d'ailleurs que David Lynch, en 1948 ou 9, etc. Bon, Lynch vient de mourir, c'est dommage, mais d'un autre côté, plus personne ne lui filait d'argent depuis 20 ans. Hein. Il n'a pas fait de film depuis 2006. Évidemment, on se moque du monde.
Et les derniers films qu'il avait fait, c'était à la louche et c'était, d'ailleurs, il faut le reconnaître, aidé par les Français et par Canal+. Il faut au moins rendre hommage de temps en temps aux Français. On peut faire ça parce qu'ils ont produit les derniers films de Lynch. Mais on voyait une grosse fatigue chez Lynch, évidemment, qui se produisait alors que Trump, lui, est en pleine forme. Et Lynch, d'ailleurs, s'est réfugié dans le gauchisme. Il a soutenu Bernie Sanders, même si chez Sanders, il y avait pas mal de propositions intéressantes et de constatations sur le modèle monstrueux de Biden et des autres. Enfin, il est resté quand même démocrate, hein. Il avait qu'à passer dans le camp d'en face. Voilà. Sanders a le même problème que Chevènement. Ils n'ont jamais osé faire le saut. Et ils ont tort. Ils ont Et tort. ils ont perdu. Ils ont été. Chevènement aurait dû rejoindre le Front National, comme Exact. l'a fait d'ailleurs Philippot, et ça n'aurait pas fait un scandale à l'époque. Et Sanders aurait dû rejoindre Trump, comme Kennedy, hein, quand même, c'est un beau nom, Exact. hein, je veux dire. Exact. Et finalement, peut-être aussi David Lynch aurait dû dire, comme Clint Eastwood l'a fait, hein, bon, Clint Eastwood a toujours été républicain, mais enfin, il aurait dû rejoindre le camp de Donald Trump, puisque finalement, c'est le camp des vrais rebelles. Donc, autant aller là, et que tant que ce camp sera honni et détesté par les crétins en France du CNRS, des médias, de la télé et des journaux que plus personne ne lit, soi-disant, on peut faire plus confiance quand même à Trump qu'aux démocrates, hein, ça c'est clair, ou qu'à Emmanuel Macron. Donc on joue là-dessus, on joue là-dessus. Donc je vois que chez Lynch, il y a une expérience traumatique qui débouche sur le surréalisme et sur l'onirisme, évidemment, puisqu'on a l'impression d'une personne qui est morte, mais qui revit, qui a été sonnée et qui se remet à vivre dans un monde désarticulé. C'est exactement le début de peut-être le plus beau film de Voilà, Lynch, c'est Mulholland Drive. Mulholland Drive. Alors j'en ai parlé un petit peu parce que il y a un livre de Parvulesco où il en parle. Parvulesco était, comme on le sait, cinéphile. Il a conseillé Jean-Luc Godard dans sa jeunesse. Ça a été un ami pendant 2 ans à Paris que j'y ai vécu avant de commencer à quitter Paris au milieu des années 90. Et Parvulesco a écrit un texte exceptionnel qui est dans Retour en Colchide sur Mulholland Drive. Et alors il dit en fait, ils ont montré qu'il y a une entrée directe avec l'enfer maintenant en Occident. Moi, on peut se moquer de ça, on peut dire c'est du délire religieux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de vrai. En tout cas, Lynch le montre. Derrière une coulisse, derrière un fast-food, on le voit dans Mulholland Drive, derrière un écran de cinéma, derrière un rideau de théâtre, il y a quelque chose de diabolique qui se prépare. Alors on voit en effet que notre société s'est désarticulée, s'est désintégrée sur le plan moral, spirituel et autres d'une manière folle, et qu'en plus on a récolté des débiles ou des zombies. À partir des années 2010, à partir des années Obama, essentiellement, c'est allé en s'accélérant d'une manière incroyable à partir d'Obama et de Bergoglio. La responsabilité catholique est énorme, et c'est la plus importante après la responsabilité de ce mystérieux parti démocrate. Et on voit, d'ailleurs, si je dois faire un comparatif, je mettrais même Obama moralement supérieur à ce pape, hein. Je n'hésiterai pas, et je peux le prouver. Donc on a un monde affreux qui s'est mis en place, et d'une manière marrante, Trump, en parlant de MAGA, de Make America Great Again, parle peut-être d'un point de vue culturel ou moral. C'est-à-dire que on a eu une époque où on était tous fans de Elvis Presley, tous fans de Kubrick, tous fans de Hitchcock, tous fans de John Wayne. Et puis finalement, cette norme a disparu. La norme culturelle et morale américaine a progressivement disparu à partir des années 60. Elle s'est intégralement désintégrée avec le wokisme. Et alors, on est arrivé à zéro. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le français ne s'en rend pas compte, mais l'Américain s'en rend compte. L'Américain a réagi et a dit non à la merde qu'il voyait se profiler partout dans tous les domaines. Il est vraisemblable que les élections il y a 4 ans ont été truquées et il est vraisemblable que les Américains, quand même, pas massivement, parce qu'il y a quand même pas mal de tarés là-bas aussi, les Américains assez massivement ont quand même réagi contre le choc du Parti démocrate. On a aussi vu que une partie des minorités raciales rejoignaient Trump, notamment les Latinos ou les Asiatiques. On a vu que Trump s'est fait très ami avec les hindous. Alors là, on pourrait presque faire du guénonisme, hein, c'est-à-dire que Orient et Occident qui se rejoignent, et puis cette idée que finalement la caste sacerdotale produit, comme je l'avais expliqué dans plusieurs de mes livres, une élite de manipulateurs de symboles liés à l'informatique, et que Trump qui se méfie de la Chine, c'est assez marrant, il y a un côté péril jaune chez lui qui date des années 20 30 commencé, et même d'avant. Trump s'appuie sur l'Inde pour faire poids contre la Chine.
Ça Et me paraît évident aussi. C'est assez intéressant et il a vraiment une élite intellectuelle hindoue avec lui maintenant. il a sauvé quand même TikTok, qui est Oui, oui. c'est quand même une contradiction là. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est un coup de génie. Quand j'ai vu ça hier soir, je me suis dit, aïe, 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 si on va plus pouvoir critiquer rien, il va falloir rebaptiser les missions. Au lieu de coup de gueule, ça sera le coup de lèche de Nicolas, le coup de lèche Absolument. la Mais tu sais, bonade. qu'est-ce qu'il a démontré aussi à Ouais. tout le monde en Europe, c'est que la dédiabolisation ne sert absolument à rien. Quand Non, tu détiens le pouvoir, tout le monde te lèche. ce que tu dis est très juste, Gilbert, mais parlons de la France, même pas de Trump. Le Pen, Oui, mais c'est ça fait exactement celui 20 avec ans qui je qu'elle pense. dédiabolise le parti ou 30 pour faire plaisir à Lucien Cerise et à quelques autres. Et cette dédiabolisation ne sert à rien. Elle se fait constamment insulter maintenant sur Twitter comme Jordan Bardella, donc elle va rejoindre le collectif du CNRS pour faire interdire Twitter, Elon Musk et l'Amérique en France, parce qu'elle n'a pas le choix, et que comme elle est devenue socialiste, mondialiste, sioniste et que sais-je, ultra-sioniste, hein, au sens vraiment dingue, écoute, elle n'a rien à proposer, c'est fini. La dédiabolisation ne te fait pas gagner les élections. La dédiabolisation te fait perdre ton idéologie, tes masses de Rien à granit, dire. comme disait Léon, et la dédiabolisation te rend encore pire que l'ennemi. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faudra lui expliquer, la grosse. Ils n'ont même pas été capables de faire des véritables funérailles pour Jean-Marie Le Pen. Non, non, Le et mot, même d'avoir interdit à Dieudonné, à Soral d'y aller, c'était ridicule. Moi, c'est pas que je sois fan de l'un ni de l'autre, mais c'est ridicule, c'est indigne, c'est indigne. Alors maintenant, on a Soral qui dit que Trump, c'est un Le Pen. Franchement, Trump, c'est autre chose que Le Pen, hein. Il faut admettre que Trump, c'est autre chose que Le Pen. Il faut admettre que l'Amérique, c'est autre chose que la France. Que l'Amérique, c'est un potentiel satanique énorme, ça c'est clair, comme le montre David Lynch. Mais l'Amérique, c'est aussi le pays de Kubrick, c'est aussi le pays de John Wayne, c'est aussi le pays de la comédie musicale, moi que j'adore. Et c'est le pays de David Lynch. Tout ça, on n'a pas ça en France. On est un pays de médiocres, de minables. Et maintenant, de maîtres d'école. Et maintenant, on est tout content de refoutre le vaccin sur la grippe, de refoutre la panique à la télé. Attention au nazisme avec Trump. Et je rappelle quand même qu'on est à 70% de Français qui détestent Trump, simplement parce que la télé leur en a dit du mal. Le pays n'a pas digéré la télé. On est encore au niveau des années 80. C'est dingue, quoi. mais on est arrivé à des niveaux sur les télés de chaînes continues de news à traiter Trump de connard. Oui, oui. Hallucinant. Le niveau des journalistes de 20 ans qui traitent un type comme Ils Trump ont, ils n'ont comme pas connard. encore compris qu'il est président des États-Unis, que les États-Unis nous font disparaître comme ça en sanctions, mais je crois qu'il va le faire, hein. On va pouvoir d'ailleurs, puisqu'on continue de parler un peu de Trump, on peut parler de l'affaire du Groenland, sur laquelle je n'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est scandaleux que le Groenland ne serve à rien. Alors là, je suis entièrement d'accord avec Trump. On n'arrête pas de nous dire qu'on manque de ressources. Là, on a énorme, on n'est pas obligé de tout polluer. Après tout, on a assez pollué récents de la planète, donc un peu de Groenland, ça ne les fera pas de mal. Il faut dégager des ressources minérales, fossiles, etc. Il faut dégager de l'énergie. Les 40 000 habitants, ils sont maltraités par les Danois. Ils n'ont pas de logement, ils sont pauvres, ils ne vivent que de la pêche. Donc, on en est au niveau de Nanook, hein, c'est-à-dire les Esquimaux des années 20. Donc, on se fout du monde à vouloir défendre ça. Les Américains ont raison de vouloir faire quelque chose du Mais en Groenland. plus, On peut rappeler que les Russes ne sont pas capables de faire grand-chose de leur Sibérie. S'ils sont capables de tuer plein d'Ukrainiens, ils ne sont pas capables non plus de développer spécialement l'Arctique. Il n'y a que 1 ou 2 millions d'habitants là-bas, essentiellement d'ailleurs de race jaune, puisque les autres ne veulent pas y aller. Tu me diras, on les envoie sur le champ de bataille en Ukraine, donc c'est quand même moins marrant aussi pour eux. Mais bref, il est temps en effet de profiter de leur réchauffement climatique pour circuler dans l'Arctique et puis de développer le nord du monde. C'est plutôt une excellente idée. Tous ceux qui se plaignent qu'il fasse trop chaud en France, surtout en ce moment où il fait -5 partout, ils n'ont qu'à aller vivre dans l'Arctique où il fera encore plus froid et ils pourront moins se plaindre du réchauffement climatique. Nicolas, en plus, tout le monde a rigolé sur Trump, qui a déjà fait son offre lors du premier mandat. Mais en Ouais. fait, la Groenland a toujours été dans la stratégie américaine, vu que c'est Truman qui a offert le premier à acheter le Groenland. Donc, c'est pas un fou. Ils ont été gentils de ne pas le prendre, parce que finalement, en 1945, ils avaient qu'à envoyer une division là-bas, et puis c'était réglé, Il hein. Un aurait pris, porte-avions, ils disaient c'est à nous, parce qu'il y a l'URSS en face, et c'est vrai d'ailleurs, donc c'est pas la peine. Donc voilà, alors évidemment, bonne année apocalyptique, là on vient de donner quand même des raisons d'espérer, on va voir la suite. Est-ce que les Klaus Schwab et les mondialistes peuvent nous créer les smart cities et nous imposer de vivre comme des esclaves contrôlés par l'informatique? Faut peut-être pas exagérer non plus. Il y a un moment où le gars déplace le monde de la fiction qui est dans les films à celui de la réalité, et c'est quand même exagéré. Moi-même, d'ailleurs,
j'ai souvent pris un ton catastrophé, mais d'ailleurs assez humoristique, comme on le sait, pour parler de plein de mauvaises nouvelles. Puis finalement, les choses vont pas si mal. Je trouve qu'elles vont quand même très mal en France, parce que le peuple est spécialement bête, spécialement soumis, spécialement de gauche, extrême droite comprise. Donc, c'est pas la peine Bah, j'en ai assez parlé de la France, hein, promis, j'en Et, parle plus. Voilà, la France, elle a un gouvernement Bayrou mondialiste grâce au Front National, avec un ministre de l'économie qui dit que les entreprises doivent se liquider pour sauver le climat. On en est à ce niveau-là de débilité mentale intégrale, même si bah, on pensait qu'on avait dépassé le pire de la crise en France, visiblement pas. D'apocalypse sans effets spéciaux, une apocalypse dans la médiocrité. J'avais parlé il y a 10 ans dans une interview qu'on m'avait fait là pour présenter un de mes livres d'apocalypse molle. C'est ça en fait la France. L'apocalypse hard qui pouvait arriver avec Biden, qui était vraiment un fou dangereux. Alors lui, un gars habité par les forces démoniaques. T'imagines un vieux cochon dans un film comme l'acteur aux cheveux blancs là dans Mulholland Drive qui embrasse au début du film Naomi Watts dans une scène. Il fait assez penser à Biden, un vieux porc extrêmement dangereux, entouré d'agences démoniaques, du fameux Minion dont a parlé la revue Forward.com, et qui était capable de déclencher n'importe quelle saloperie, Biden. Ça, c'est clair. justement, pour le mot de la fin, Oui, Trump a officiellement insisté que sa présidence est pour éviter une troisième guerre mondiale. Donc, voilà, on va voilà. voir. Alors, est-ce que les néoconservateurs vont réussir à lui sortir des crises au Proche-Orient ou ailleurs, Moi, en Ukraine? j'ai écrit dans deux Defensa il y a 2 ou 3 mois, je crois, le 11 novembre, un texte sur les néoconservateurs ont perdu la partie, on sentait qu'ils étaient plus faibles, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc, il y a tout un régiment d'inquiets, au pluriel, de pessimistes professionnels qui, pour garder leur petite clientèle affolée, ont décidé de dire que Trump, c'est l'antéchrist 10 fois pire que Biden et qu'on va avoir 14 guerres mondiales au lieu de 3. Bon, je pense pas. Maintenant, on va voir. Ça va être le mot de la fin. Bonal et Dawet, c'est fini pour cette semaine et à la prochaine.